Un bûcheron solitaire sauve une femme blessée perdue dans la jungle. Elle s'avère être une millionnaire. Le brouillard s'accrochait bas au sol de la forêt, épais et lourd comme une respiration retenue trop longtemps. Les pins se dressaient comme des sentinelles, leurs troncs se fondant dans une brume grise, le calme matinal n'étant rompu que par le doux craquement des feuilles humides sous les bottes de Rowan. Il se déplaçait avec une détermination tranquille, un petit paquet d'écorces de cèdre et de pousses d'épinette attachées à son côté, se dirigeant vers le ruisseau où poussaient les meilleures herbes. Il y était presque quand il l'entendit, un son qui n'appartenait pas à la forêt. Un gémissement. Faible. Brut. Haman. Il se figea. Puis le son revint, juste derrière la crête. Rowan laissa tomber son sac et sprinta. Le brouillard s'épaississait, avalant branches et terre, mais il se déplaçait comme si les bois faisaient partie de sa peau. Il passa devant une bûche tombée, se baissa sous une branche, et là, à moitié couverte de feuilles et d'aiguilles de pin, se trouvait une femme. Elle était inconsciente, ses cheveux blonds emmêlés, une traînée de terre sur sa joue. Sa veste de randonnée était déchirée à la manche, le sang assombrissant le tissu. Une botte manquait, sa cheville était tordue dans une position anormale, et son poignet, déjà enflé. Mais ce qui attira l'œil de Rowan fut la chaîne en argent autour de son cou, brisée. Un médaillon était tombé dans les feuilles à proximité, ouvert, un petit bout de papier dépassant à peine. Il se pencha à côté d'elle, vérifiant sa respiration. Elle était là, faible, rapide. Elle remua légèrement quand il écarta une feuille de son front. « Tout va bien », murmura-t-il, surtout pour lui-même. Avec des gestes experts, Rowan retira son manteau et le posa doucement sur elle, la protégeant du froid matinal. Puis, se déplaçant avec une force prudente, il glissa ses bras sous elle et la souleva du sol. Elle était plus légère qu'il ne s'y attendait, sa tête reposant contre sa poitrine alors qu'il rebroussait chemin, naviguant dans les bois comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. Au moment où ils atteignirent la cabane, le soleil avait commencé sa lente ascension derrière les nuages. Rowan poussa la porte avec son épaule, entrant dans une pièce remplie de la légère odeur de bois de cèdre et de cire d'abeille. Il la déposa sur le lit de camp près du feu, attisant les braises jusqu'à ce que la chaleur atteigne ses joues. Il nettoya silencieusement ses blessures, trempant un chiffon dans de l'eau chaude, tamponnant les coupures sur ses mains et les ecchymoses qui fleurissaient sur sa jambe. Elle remua une fois, grimaçant, mais ne se réveilla pas. Rowan travailla lentement, méthodiquement, enveloppant son poignet dans un tissu imbibé de consoude et de racines de gingembre. Puis il s'arrêta. Le médaillon. Il le sortit de la poche de son manteau et le posa doucement sur la petite table à côté du lit de camp. Il n'avait pas lu le papier, à l'intérieur. Ce n'était pas sa place. Alors que le feu crépitait, Rowan s'éloigna et alluma la petite lanterne qui se trouvait toujours près du lit. Il en ajusta la hauteur, projetant une douce lumière dorée sur la pièce. Chaleureuse et réconfortante. Il prit un bout de papier propre et griffonna une note de sa main ferme, la plaçant sur la table de chevet à côté du médaillon et d'une tasse fumante de thé de cèdre. « Si vous vous réveillez et que je ne suis pas là, suivez simplement l'odeur du thé de cèdre. » Puis il quitta la pièce, le doux grincement de la porte se refermant derrière lui. Quelques instants plus tard, Evelyn remua. Sa vision était floue, mais l'odeur de cèdre la tira du bord de la douleur. Elle cligna des yeux face à la lumière, aux poutres en bois au-dessus d'elle, au doux crépitement du feu. Sa main se dirigea vers la tasse, puis vers la note, et enfin vers le médaillon. Elle se redressa lentement, chaque muscle endolori, et regarda autour d'elle. La pièce était calme, mais elle n'était pas seule. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité sous la douce lumière de la lanterne de la cabane. Evelyn était assise tranquillement près de l'âtre, les jambes repliées sous une épaisse couverture de laine, la vapeur du thé de cèdre s'enroulant dans l'air, intacte. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis son réveil. En fait, elle n'avait presque rien dit du tout. Rowan ne la pressa pas. Il se déplaçait dans l'espace avec un rythme tranquille, allumant le feu, posant des bols de soupe sur la table et pliant une couverture supplémentaire sur le dossier de la chaise la plus proche d'elle. Il avait appris depuis longtemps que le silence avait sa propre voix. Ce soir-là, il lui servit un bol de soupe, légumes racines, champignons sauvages et une pointe de cannelle. Elle le prit sans un mot mais hocha la tête, une fois, en guise de remerciement. La saveu la surprit. C'était rustique, terreux, chaud, rien à voir avec les contenants à emporter stériles et les déjeuners précipités de son ancien monde.
Les jours passèrent. La cheville d'Evelyn guérit lentement. Elle parlait encore peu, ses yeux souvent perdus dans ses pensées alors qu'elle était assise près de la fenêtre, regardant le brouillard rouler sur la cime des arbres. Mais Rowan ne comblait pas l'espace avec des questions. Il lui apportait simplement des compresses chaudes pour son poignet, lui montrait comment appliquer un baume au miel sur ses éraflures, et lui tendait un bouquet de lavande à placer près de son oreiller. Un après-midi, il la guida dehors avec des béquilles. Ils s'arrêtèrent près d'une bûche où il avait disposé des outils. Il lui montra comment fendre du petit bois, des gestes légers et prudents. Elle rit, doucement, lorsque sa première tentative envoya le bois voler de côté. Rowan se contenta de sourire et lui entendit un autre. Ce soir-là, Evelyn se tourna et se retourna sur le lit de camp, incapable de dormir. Les bruits de la forêt étaient trop forts, trop vivants. Chaque grincement et chaque pépiment lui rappelaient à quel point elle était loin de chez elle et combien de choses elle ne comprenait toujours pas. Elle se tourna vers la table, espérant trouver le thé encore chaud. Ce qu'elle vit à la place était une petite figurine en bois, un renard, à peine de la taille de sa paume, sculpté avec des mains prudentes et lissé par des années de tenue. Il était placé doucement à côté de sa lanterne, comme s'il avait toujours été là. Elle le prit. Il était léger, parfaitement équilibré. Un sourire illumina son visage, petit, inattendu, mais réel. Le premier depuis qu'elle avait ouvert les yeux dans cette cabane. Le matin, elle posa la première question depuis son réveil. Cet endroit, était-ce quelque chose de plus avant? Rowan leva les yeux de là où il broyait des herbes près du poêle. Ses yeux s'adoucirent et il hocha la tête. Cette cabane était une clinique, dit-il, un petit poste de terrain, il y a près de 2 décennies. Elle était pleine de gens à l'époque, des familles, des aînés, des enfants, tous soignés par une femme nommée Anna. La cuillère d'Evelyn s'arrêta, à mi-chemin de sa bouche. « Anna » répéta-t-elle. « Oui » dit Rowan en croisant son regard. « Le docteur Anna Blair. Elle a dirigé cet endroit pendant 3 ans d'affilée, a sauvé la vie de ma mère, a sauvé beaucoup de gens. » Les doigts d'Evelyn se resserrèrent autour du renard en bois. Elle connaissait ce nom mieux que tout autre dans sa vie, et pour la première fois, quelque chose vacilla derrière son silence. Pas de la confusion, pas de la peur. De la reconnaissance. 6 semaines plus tôt, Evelyn Blair se tenait dans le bureau d'angle du 49e étage, les bras étroitement croisés sur sa poitrine alors que la ville s'étendait à l'infini sous elle. New York scintillait comme toujours, froide, confiante et intouchable, tout comme elle. Du moins, c'est ce que les gens pensaient. Ce matin-là, l'hospice avait appelé. « Mademoiselle Blair, je suis vraiment désolé, votre mère est décédée à 3h07 ce matin. » Evelyn avait remercié la voix, poliment, avait raccroché, puis était retournée à sa réunion de 9h comme si de rien n'était. Parce que d'une certaine manière, rien n'avait changé. Sa mère, le docteur Anna Blair, était partie bien avant que la mort ne l'emporte, absente en esprit même lorsque son corps respirait encore. Elle avait grandi avec le nom d'Anna Blair gravé dans les gros titres, les prix humanitaires, les revues médicales. Une sauveuse pour des milliers de personnes. Et pourtant Evelyn n'avait aucun souvenir d'une histoire du soir, aucune trace de berceuse. Juste de longs silences, des mots disciplinés et la piqûre sans fin d'une absence déguisée en ambition. Ce soir-là, Evelyn retourna à son pentouse, enleva ses talons, s'assit au bord de son lit et fixa la seule chose qu'elle avait gardée depuis l'enfance, le médaillon de sa mère. Anna le lui avait donné pour son 8e anniversaire. Elle ne l'avait jamais ouvert. D'une manière ou d'une autre, cet acte lui semblait trop intime. Mais ce soir, elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de photo, mais un fragile morceau de papier, jauni sur les bords, plié en 3. Son souffle se coupa lorsqu'elle le déplia. Des coordonnées, latitude et longitude, et en dessous, l'écriture de sa mère, pour le jour où tu seras prête à me pardonner. Son estomac s'énoua. Perdono? Pourquoi? Sa première impulsion fut de le froisser, mais elle ne put pas. Elle fixa les coordonnées pendant ce qui sembla être des heures, puis les tapa dans son téléphone. Une forêt, dans le nord du Canada, à des kilomètres de la route la plus proche, au milieu de nulle part. Et pourtant, quelque chose en elle s'agita. Le lendemain matin, Evelyn annula 2 réunions du conseil d'administration. Elle dit à son assistant qu'elle avait besoin d'un congé personnel. Personne ne la questionna. Evelyn Blair ne prenait jamais de congé. 2 jours plus tard, elle s'envola pour Calgary, puis prit un avion de brousse vers le nord.
Elle engagea un guide silencieux nommé Alain, qui parlait à peine et ne posait pas de questions. Ils conduisirent aussi loin que la Jeep le permettait, puis s'arrêtèrent à la lisière des arbres. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda-t-il. « Une tempête approche. »« Ça ira, » répondit-elle, et elle prit son sac. Elle n'allait pas bien. Le deuxième jour, ses bottes étaient trempées, sa veste déchirée et ses mains écorchées à force de s'agripper aux racines des arbres. La forêt était dense, vieille, vivante d'une manière qui la faisait se sentir comme une intruse. Pourtant, elle continua. La carte que sa mère avait laissée, griffonnée en marge des coordonnées GPS, la mena à une colline rocheuse. Du sommet, elle crut voir quelque chose. Une ombre, une ligne de toit, peut-être. Son cœur battait la chamade. Elle s'avança. Le sol glissa. Elle bascula violemment, sa cheville se tordant, son poignet heurtant une pierre déchiquetée. La douleur éclata, blanche. Sa vision s'y brûla. Elle essaya d'appeler, mais le son s'échappa à peine de ses lèvres. Son sac à dos glissa le long de la pente. Son corps suivit. Quand elle atterrit, ce fut dans le silence. Elle gisait dans la mousse humide, frissonnante, la respiration courte, du sang coulant d'une éraflure sur sa tempe. La chaîne du médaillon se cassa, s'accrochant à une branche. Il tomba dans la boue à côté d'elle. Sa dernière pensée avant que tout ne devienne noir n'était pas pour la salle de conseil, ni pour la ville, ni pour son empire soigneusement construit. C'était pour la voix de sa mère, froide, distante, indéchiffrable, disant un jour, il y a longtemps, certains amours n'ont pas l'apparence que l'on voudrait. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas réels. Puis la forêt la prit. Le feu crépitait doucement dans le poêle de la cabane. Dehors, le crépuscule s'installait sur les arbres, la brume s'enroulant à travers la mousse comme une respiration. Rowan triait des herbes séchées sur un tapis tissé près de la fenêtre, ses mouvements calmes et méthodiques. Evelyn était assise de l'autre côté de la pièce, enveloppée dans une épaisse couverture de laine, son poignet blessé délicatement bandé par ses soins attentifs. Elle n'avait pas beaucoup parlé ces 2 derniers jours. Sa voix était restée dans l'ombre de sa gorge. Mais maintenant, alors que Rowan déposait une poignée de feuilles de cèdre dans un petit bol en argile, elle s'éclaircit la voix et demanda doucement. « Qui était Anna pour vous ?» La pièce sembla s'immobiliser. Les mains de Rowan s'arrêtèrent en plein mouvement. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Son souffle s'échappa lentement. Puis, calmement, il dit « Elle a sauvé la vie de ma mère. » Evelyn cligna des yeux. Rowan se leva et vint s'asseoir en face d'elle, s'installant dans le fauteuil usé face au feu. Sa voix était égale, mais quelque chose changea dans ses yeux, quelque chose d'ancien et de tendre. Ma mère a été prise dans un piège à collet quand j'avais 7 ans. Sa jambe était presque partie quand je l'ai trouvée. Elle saignait beaucoup, au fond des bois. J'ai cru que j'allais la perdre cette nuit-là. Il baissa les yeux sur ses doigts calleux. Mais quelqu'un nous a trouvés. Une femme, les cheveux bruns attachés en une tresse désordonnée, les yeux tristes, comme s'ils en avaient trop vu. Elle a ramené ma mère ici, dans cette cabane. Je me souviens de sa voix, ferme, douce. Elle m'a dit d'aller chercher de l'eau, de continuer sans regarder en arrière. La gorge d'Evelyn S.E. Sarah. Elle l'a recousue, est restée avec nous 3 jours. Pas de questions, pas de jugement. Juste la guérison. Rowan se renversa en arrière. Elle portait un médaillon. Elle n'a jamais parlé d'où elle venait, mais je ne l'ai jamais oubliée. Après que ma mère se soit rétablie, elle parlait souvent de la dame aux yeux chargés. C'était Anna Blair. Evelyn fixa la flamme. Elle ne m'a jamais raconté cette histoire. Rowan la regarda longuement. Je doute qu'elle ait beaucoup raconté à qui que ce soit. Il se leva et lui fit signe de le suivre. Le poignet encore sensible, elle se déplaça lentement, enfilant ses bottes, s'agrippant au bord de son manteau. L'air extérieur était vif, chargé de pain et de terre. Ils marchèrent en silence le long d'un sentier étroit, les feuilles craquant sous leurs pieds, jusqu'à ce qu'ils atteignent un grand cèdre dont les racines s'étalaient largement comme des mains ouvertes. Rowan s'agenouilla, écartant les feuilles humides et la terre, jusqu'à ce qu'il découvre une petite parcelle de sol remué. Il se mit à creuser, ses doigts travaillant la terre comme quelqu'un qui rentre chez lui. En quelques instants, il déterra une boîte en fer blanc rouillé. Il la tendit à Evelyn. Ses doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, enveloppé dans de la toile cirée, se trouvait un carnet relié en cuir, une photo, usée sur les bords, d'une jeune fille aux grands yeux incertains, elle-même,
peut-être à 5 ans, et une lettre, soigneusement pliée, jamais scellée. Le souffle d'Evelyne se coupa lorsqu'elle la déplia. L'écriture était indubitable. Ferme, claire. Ma chère Evelyne, commençait-elle. J'ai essayé d'être deux choses, une guérisseuse pour le monde et une mère pour toi. J'ai échoué aux deux plus de fois que je ne peux compter, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seule fois, pendant toutes les années et tous les pays que j'ai parcourus. Je portais ta photo dans mon médaillon parce que j'avais besoin de me souvenir de ce à quoi ressemblait l'amour. J'ai quitté cet endroit, en espérant qu'un jour, si jamais tu le trouvais, tu pourrais comprendre la partie de moi que je n'ai jamais pu expliquer. Je ne t'ai pas quitté pour courir après la gloire. Je suis parti parce que je croyais que le monde avait besoin de quelque chose de moi, et je n'ai jamais trouvé le moyen de me pardonner ce que cela t'a coûté. Si tu lis ceci, alors peut-être que tu es prête à me pardonner. Et sinon, je t'aime quand même. Je l'ai toujours fait. Hannah. La vision d'Evelyne se brouilla. Le carnet glissa sur ses genoux. Elle couvrit sa bouche de sa main, le sanglot montant doucement d'abord, puis de manière incontrôlable. Elle se plia en avant, le front posé sur la lettre, le papier maintenant humide de ses larmes. Ce n'étaient pas seulement les excuses qui la brisèrent. C'était la vérité qu'elle contenait. Pour la première fois de sa vie, Evelyne ne se sentit pas abandonnée. Elle se sentit comprise. Elle se sentit vue. Rowan se tenait à côté d'elle, silencieux, ne la touchant pas, juste présent, comme s'il connaissait le pouvoir de laisser le chagrin respirer. Et sous le vieux cèdre, Evelyne plaira, non pas pour ce qu'elle avait perdu, mais pour ce qu'elle avait enfin trouvé. Les jours commencèrent à se fondre les uns dans les autres, non pas dans un brouillard, mais dans un rythme qu'Evelyne n'avait jamais connu auparavant. Un rythme fait de petits rituels, de doux silences et de mains qui travaillaient non pas pour le gain, mais pour la vie. Chaque matin, Rowan frappait doucement au poteau de la cabane, une tasse fumante de thé de cèdre à la main. Evelyne, enveloppée dans une de ses chemises en flanelle qui lui allait maintenant mieux que ses vêtements de ville ne l'avaient jamais fait, l'acceptait avec un signe de tête reconnaissant. Il ne se pressait pas. Le temps, en ce lieu, se déployait comme la brume sur les arbres, lent, délibéré, sacré. Un matin, ils plantèrent des radis. La terre était riche, sombre, parfumée du musc de la forêt. Evelyne s'accroupit maladroitement à côté de Rowan tandis qu'il lui montrait comment presser chaque graine juste comme il faut. Sa manucure avait disparu depuis longtemps, la terre s'incrustant sous ses ongles. Elle rit vraiment, quand un verre se tortilla près de son poignet et la fit pousser un cri. « Vous vous améliorez » dit Rowan. « À planter ou à crier » rétorqua-t-elle. Il eut un sourire narquois. Les après-midi étaient souvent passés avec les villageois qui vivaient encore dans les collines voisines, des familles avec un accès limité aux soins de santé, des femmes aux mains burinées et aux sourires doux, des enfants qui couraient pieds nus même dans le froid d'octobre. Evelyne aida à bander des chevilles, à nettoyer des éraflures, à faire bouillir de l'eau et à distribuer des onguents que Rowan préparait à partir d'herbes sauvages. Elle écoutait. C'était la chose la plus importante. Elle avait bâti un empire en apprenant aux gens à parler plus vite, à penser plus intelligemment. Mais ici, elle apprit à s'asseoir dans le calme, à hocher la tête sans avoir besoin de répondre, à offrir ses mains au lieu de son esprit. Et chaque soir, ils cuisinaient ensemble. Ragoût de légumes, poissons grillés pêchés dans la rivière, pain cuit dans une poêle en fonte sur le foyer. Elle regardait Rowan couper les légumes avec aisance, se déplacer dans la cuisine sans un bruit, comme si l'endroit s'était moulé à chacun de ses pas. C'était une danse qu'il n'avait jamais chorégraphiée, mais qu'il exécutait toujours parfaitement. Un soir, alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel marine, Rowan disparut brièvement. À son retour, il lui tendit un petit paquet enveloppé dans un tissu. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ouvrez-le. » À l'intérieur se trouvait un médaillon en bois sculpté, en forme de feuille d'érable, poncé jusqu'à être lisse, attaché avec une ficelle en cuir. Elle traça le grain du bois avec ses doigts. « C'est magnifique. » Il s'éclaircit la gorge. « C'est pour vous. »« Pourquoi ?» Il haussa les épaules, mais sa voix était plus. « Taos, parce que vous êtes arrivé pendant l'automne, et que d'une manière ou d'une autre, vous êtes resté. » Ses doigts se resserrèrent autour de la feuille. « Merci, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, ils s'assirent de nouveau près du feu. Evelyne avait apporté le journal de sa mère et commença à lire à haute voix l'une des entrées, écrite à l'encre tremblante. Une diatribe sur un accouchement impossible,
une marmite de soupe brûlée et une chauve-souris qui avait traversé les chevrons pendant une fièvre nocturne. Elle était un désastre, dit Evelyn en riant. Elle était humaine, répondit Rowan. Evelyn le regarda, son sourire persistant. Je ne l'avais jamais vue comme ça avant. Plus tard, ils grimpèrent sur le toit en pente de la cabane, chacun avec une couverture enroulée autour de ses épaules. Les étoiles au-dessus étaient infinies, plus nettes que les lumières de la ville, plus claires que n'importe quel écran. Le silence s'étira entre eux, chaleureux au lieu de froid. La main de Rowan s'avança, effleurant légèrement la sienne. Elle ne se retira pas. « Vous n'êtes pas comme le monde d'où vous venez, » dit-il doucement. Elle se tourna vers lui, la lumière des étoiles scintillant dans ses yeux. « Vous non plus. » Le vent agita les arbres en contrebas. Quelque part au loin, un hibou ulula. Quand ils redescendirent, aucun ne parla de la suite. Ce n'était pas le genre de choses qui nécessitait une planification. Le feu rougeoyait encore dans le foyer. Rowan jeta une autre bûche dans la flamme. Evelyn s'assit à côté de lui, leurs épaules se touchant, son corps conscient de chaque centimètre d'espace qui n'était plus entre eux. Il la regarda, non pas avec faim mais avec quelque chose de bien plus profond, une sorte de révérence, comme s'il essayait encore de croire qu'elle était réelle. Et c'est elle qui se pencha la première. Le baiser fut silencieux, il avait le goût de la fumée de cèdre et d'un souffle retenu trop longtemps. Pas de promesses, pas de déclaration. Juste deux âmes, chacune marquée par le deuil, chacune reconstruite par la gentillesse, se rencontrant dans le murmure entre deux battements de cœur. Pour Evelyn, ce n'était pas un feu d'artifice. C'était un feu de cheminée. C'était un foyer. L'appel arriva juste au moment où le soleil plongeait sous la cime des arbres. Evelyn se tenait à l'orée de la clairière. La cabane derrière elle, baignée de lumière ambrée. Rowan, à l'intérieur, coupant des carottes pour le dîner. Son téléphone, presque intouché depuis son arrivée, vibra violemment dans la poche de sa veste. Elle répondit, plus par instinct que par intention. Mademoiselle Blair lança la voix essoufflée de son assistante. Nous avons besoin de vous. C'est pour l'acquisition de sol. L'un des vice-présidents a divulgué des données sensibles. La presse rôde et les investisseurs menacent de se retirer. Nous tenons le coup pour l'instant, mais nous ne savons pas pour combien de temps. Evelyn ferma les yeux. Elle pensa aux gros titres, aux salles de conseil, aux réunions d'urgence, à l'empire qu'elle avait bâti avec son nom cousu à chaque coin. Et elle pensa à Rowan, l'homme dont les mains faisaient pousser de la nourriture sur la pierre, dont les mots étaient rares mais tombaient toujours comme une vérité. Ce soir-là, elle s'assit en face de lui dans la cabane, le feu projetant des ombres sur le plancher en bois. Il lui passa un bol de ragoût. Elle ne mangea pas. Il le remarqua. « Vous avez reçu un appel » dit-il simplement. « Oui. Quelque chose d'important. »« Très. » Il hocha la tête une fois, comme s'il n'avait attendu rien de moi. Elle fixa le bol sur ses genoux. Puis elle le regarda. Sa barbe captait la lumière du feu. Ses yeux étaient calmes, comme toujours. Mais ce soir, il scrutait les siens comme s'il savait déjà ce qu'elle allait demander. « Viendriez-vous avec moi » dit-elle, sa voix plus douce qu'un murmure. Il ne parla pas pendant un long moment. Il posa son bol. Ses doigts reposèrent sur le bord de la table. Puis, tranquillement. « Non. » Son soufflet s'écoupa. « Pourquoi pas ?» Il la regarda, non pas avec dureté, non pas avec jugement, mais avec une sorte d'acceptation douloureuse. « Vous appartenez à un millier de voix, » dit-il. « J'appartiens au silence. » Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle les sécha en clignant des yeux. « Vous pourriez apprendre à vivre dans mon monde. »« Je le pourrais, » dit-il, « mais je m'y évanouirais. » Elle ne discuta pas. Elle ne le pouvait pas. Parce qu'au fond de son cœur, elle savait qu'il avait raison. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre, épaule contre épaule, regardant le feu se consumer lentement jusqu'à devenir des braises. Pas de mots, juste le souffle et la présence. À l'aube, Evelyn fit le peu d'affaires qu'elle avait apporté. Un jean maintenant taché de terre. Un pull qui sentait le cèdre et la fumée. Le journal de sa mère. Le médaillon en bois. Elle s'arrêta avant de fermer son sac. Puis, lentement, elle détacha le médaillon de son cou. Elle se dirigea vers le lit de Rowan et le posa sur l'oreiller. Il coupait du petit bois dehors, comme pour lui épargner les adieux. Quand elle sortit, il se tourna, s'essuyant les mains sur un chiffon. Leurs regards se croisèrent à travers la clairière. Elle ne le serra pas dans ses bras. Il ne l'embrassa pas.
Ils se regardèrent simplement. Et cela, d'une certaine manière, était plus que suffisant. Elle se retourna et s'éloigna, ses bottes craquant doucement sur le chemin couvert de givre. Rowan resta sur le seuil longtemps après qu'elle ait disparu de sa vue. Plus tard, il entra, vit le médaillon, le souleva doucement, comme s'il était fait de verre, et non de bois. Il le serra contre sa poitrine. Il ne pleura pas, mais la lumière du feu capta la buée dans ses yeux. Et il resta assis là, tenant son dernier geste, sachant que l'amour était entré dans son monde comme une saison et en était reparti de la même manière. Mais certaines saisons restent, même si elles ne reviennent pas. La ville était exactement comme elle s'en souvenait, froide dans sa précision, bruyante dans son ambition, et toujours en mouvement. Mais Evelyn avait changé. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le dernier étage du siège de Blairtech, et elle entra dans un monde qui lui avait autrefois semblé être chez elle. Son bureau était intact, sa chaise toujours tournée vers l'horizon. Son bureau bordé de récompenses et d'écrans d'assistants numériques qui s'allumaient à sa présence. Elle se tenait au centre de tout cela, attendant de ressentir quelque chose. Mais les lumières au-dessus étaient trop blanches, le silence trop stérile. L'air était filtré, pas habité. Pas d'odeur de cèdre, pas de bruit de feu crépitant, pas de battement de cœur dans les murs. La réunion qui suivit fut rapide et décisive. Le conseil d'administration essaya de la dissuader. « Vous avez bâti cette entreprise », dit l'un d'eux, les yeux écarquillés. « Oui », répondit Evelyn, « c'est exactement pourquoi je sais quand elle n'a plus besoin de moi. » Ils appelèrent ça un congé sabbatique. Elle appela ça une reddition. Non pas à l'échec, mais à un but. En 2 mois, elle fonda une nouvelle organisation. Non pas une organisation bâtie sur les cours de la bourse ou les entreprises technologiques, mais sur la guérison. Elle l'appela la Fondation Lumière d'Anna. Sa mission était claire, apporter un accès médical de qualité aux confins de la carte, des endroits comme le village que sa mère avait autrefois servi. Des endroits sans financement, sans couverture médiatique, sans inauguration glamour. Juste le besoin, le vrai besoin humain. Elle rencontra des agents de santé locaux, s'associa avec des organisations de base et voyagea, non pas pour des conférences, mais pour des cliniques. Elle s'assit avec des sages-femmes, écouta des aînés, rédigea des subventions qui ressemblaient à des promesses plutôt qu'à des transactions. Elle gardait le journal de sa mère sur son bureau. Chaque fois qu'elle doutait d'elle-même, elle relisait la page avec la phrase « Je ne pouvais pas être les deux, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Et d'une manière ou d'une autre, elle trouva le moyen d'être les deux. Chaque établissement qu'il construisait portait un petit emblème au-dessus de la porte, une feuille de bois sculptée, sur le modèle de celle que Rowan lui avait donnée. Pas Tapac sans grave l'œil, juste présente. Un après-midi, près d'1 an après avoir quitté la cabane, Evelyn se tenait dans son nouveau bureau du centre-ville. Plus de tours, plus de parois de verre. Juste une suite d'angles confortables dans un bâtiment partagé rempli d'organisations à but non lucratif. Elle sortit un colis d'un tiroir. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. La dernière édition d'un manuel de médecine pratique, annoté en marge, son écriture formant des boucles d'idées. Une photo de la première clinique de terrain, des bénévoles souriants debout sous une bannière qui disait « Cet endroit était autrefois un rêve ». Et un nouveau médaillon en bois, presque identique à celui que Rowan lui avait donné, sauf que cette fois, il y avait quelque chose de gravé à l'intérieur, pour l'homme qui m'a appris à pardonner. Elle emballa soigneusement les objets, attacha la boîte avec de la ficelle et l'adressa à la main. Il n'y avait aucune garantie qu'il le recevrait, mais certaines choses, avait-elle appris, n'avaient pas besoin de garantie. Seulement d'intention. Quelques semaines plus tard, quelque part au fond de la forêt, un homme sortit sur son porche et trouva un paquet posé sur une pierre plate. Rowan l'ouvrit lentement, retournant chaque objet dans ses mains calleuses. Il ne sourit pas, mais il fit quelque chose de plus rare. Il ferma les yeux et laissa la chaleur s'épanouir tranquillement dans sa poitrine. Elle marchait toujours sur le chemin, et d'une manière ou d'une autre, elle lui avait fait une place en cours de route. Sans carte, sans promesse. Juste une lumière et un nom. La brume matinale s'enroulait à travers les arbres comme un doux accueil, l'air sentait la terre humide et les aiguilles de pin, et le son de rire lointain résonnait derrière les arbres. Evelyn quitta le sentier étroit, ses bottes laissant de légères empreintes dans le sol ramolli. Dans sa main se trouvait une sacoche, légère, pratique. Pas de tailleur de salle de conseil, pas de mallette. Juste un carnet, une bouteille de thé de cèdre et le journal de sa mère.
Cela faisait exactement 1 an. La cabane apparut comme un souvenir qui revenait, inchangé, et pourtant, d'une certaine manière, plus vivante. De nouveaux parterres de fleurs s'épanouissaient devant la fenêtre, et un panneau peint à la main marquait maintenant l'entrée. Lumière d'Anna, poste de terrain. Elle s'arrêta sur le seuil, incertaine pendant une fraction de seconde, puis la porte s'ouvrit, et il était là. Rowan se tenait dans l'embrasure, toujours grand, toujours silencieux, toujours avec ses yeux qui avaient vu à la fois la solitude et la tempête. Les manches de sa chemise étaient retroussées, ses mains tachetées de terre. Il cligna des yeux une fois, puis deux, incertain si elle était réelle. Evelyn esquissa un petit sourire. « Salut !» Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Elle s'avança. « Je suis revenu, dit-elle, non pas pour des réponses, mais parce que l'amour. Il n'est plus en ville. » Il expira, un seul souffle lent, et tendit la main. Ils s'étreignirent sans un seul mot, et c'était suffisant. La clinique était plus animée maintenant. Il y avait de nouveaux lits à l'arrière, une étagère remplie d'antibiotiques et de trousses de secours donnés, et 3 étudiants en médecine de la ville qui prenaient des notes pendant qu'une femme locale expliquait comment broyer des racines médicinales. L'endroit bourdonnait d'une détermination tranquille, comme une symphonie de mouvements doux et de voix plus douces encore. Evelyn s'intégra comme si elle n'était jamais partie. Elle aida à étiqueter les flacons de médicaments, enseigna les bases de l'anatomie aux bénévoles et s'assit avec des villageois âgés qui lui parlaient des enfants que Rowan avait mis au monde, des animaux qu'il avait sauvés, des vies qu'il avait sauvées. Le soir, elle écrivait, à la lueur de la lampe, le journal de sa mère à côté d'elle et la vieille radio de Rowan jouant en fond sonore. Elle n'écrivait pas un plan d'affaires ou un communiqué de presse. Elle écrivait un livre sur les mères qui ne savaient pas comment aimer à voix haute, sur les filles qui avaient besoin de marcher dans les bois pour comprendre pourquoi, sur un homme sans richesse mais avec un cœur assez grand pour contenir le silence et le chagrin de quelqu'un d'autre. Un après-midi, Evelyn lisait à un groupe d'enfants sous le grand cèdre juste à l'extérieur du poste. Sa voix portait doucement, l'histoire se déroulant d'un livre relié à la main qu'elle avait elle-même écrit et illustré. Une petite fille aux yeux vifs et aux traits emmêlés se pencha près d'elle et murmura « Vous êtes mariés, vous deux ?» Evelyn leva les yeux. Rowan était de l'autre côté de la clairière, aidant un garçon à sculpter un bâton de marche. Elle rit doucement. « Non, mais nous sommes quelque chose de plus. » La fille pencha la tête. « Qu'y a-t-il de plus que marié ?» Evelyn réfléchit un instant, puis ferma le livre. « Nous sommes des histoires inachevées qui ont enfin trouvé leur fin. » Cette nuit-là, ils s'assirent ensemble sur le porche. Pas de feu, juste le vent bruissant à travers la canopée, le scintillement d'étoiles lointaines et la faible odeur de romarin du jardin d'herbe que Rowan avait planté près des escaliers. Evelyn posa sa tête sur son épaule. Il prit sa main. Dans sa paume, elle tenait le médaillon en bois. Il le regarda, puis la regarda. « Il est à vous, dit-elle. « Il a toujours été à vous, répondit-il. Ils ne parlèrent plus beaucoup après ça. Ils regardaient simplement. Des enfants jouaient sous l'arbre, se poursuivant dans le crépuscule. Une femme chantait dans sa langue maternelle en faisant la vaisselle à proximité. Un garçon portait un fagot de petit bois vers le foyer. La vie continuait autour d'eux, calme, guérisseuse, honnête. Et pour la première fois depuis des années, Evelyn n'avait pas l'impression de devoir la diriger. Elle devait seulement la vivre. Plus tard, alors qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte, elle leva les yeux et dit « Je croyais que l'amour devait être prouvé, mérité, défini. Mais peut-être qu'il a juste besoin d'être montré. Silencieusement constamment. Comme une lumière qui ne cesse jamais de briller. » Rowan lui embrassa la tempe. « Et certaines lumières, dit-il, ne font pas que nous guider, elles nous ramènent à la maison. » Evelyn sourit, les larmes se formant, mais cette fois, elle les laissa couler librement. Le vent changea, les nuages s'écartèrent, et le clair de lune attrapa le bord de son médaillon, projetant un doux faisceau doré sur le cadre en bois de la porte. Elle referma ses doigts autour de lui. Ils restèrent ainsi longtemps. Pas de promesses, pas de grandes déclarations. Juste la présence, juste la paix. Juste 2 âmes, autrefois inachevées, rentrant enfin à la maison. Si cette histoire a remué quelque chose de profond en vous, si elle vous a rappelé le genre d'amour silencieux qui guérit, du pardon que nous nous devons à nous-mêmes, ou des voyages qui commencent non pas avec des pas, mais avec des questions laissées derrière, alors nous vous invitons à rester avec nous. Chez Histoires qui remuent l'âme, nous vous apportons des récits qui comptent,
Des histoires de cœur réparées dans le silence, de connexions nées dans les endroits les plus inattendus, et de personnes qui retrouvent leur chemin, souvent sans savoir qu'elles étaient perdues. Si vous croyez au pouvoir d'une histoire pour changer la journée de quelqu'un, ou peut-être même sa vie, veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo. Votre soutien nous aide à maintenir ces histoires en vie et les aide à trouver les âmes qui en ont le plus besoin. Merci de nous avoir regardés, et rappelez-vous, parfois la voix la plus douce porte la vérité la plus forte.